Pont-Neuf, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité du livre. Invité de Pont-Neuf aujourd'hui, Pierre Birnbaum pour son livre « Les larmes de l'histoire de Kishinev à Pittsburgh » qui paraît aux éditions Gallimard. Pierre Birnbaum, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ce livre que vous signez, qui est votre dernier livre, se veut un prolongement d'un essai que vous aviez publié en 2012, essai sur la citoyenneté des Juifs en France et aux États-Unis. Vous êtes toujours dans ce livre, dans cette comparaison Amérique-France, qui est une comparaison qu'on peut dire structurante, pour reprendre un mot à la mode, structurante pour vous. Ce sont deux types d'États radicalement différents, deux types de sociétés qui se sont construites sur des bases distinctes, puisque l'une est totalement centralisée, la France, avec un État-nation qui contrôle sa nation, la prend en charge, et instaure une sorte d'universalisme, d'une citoyenneté identique, d'une méritocratie très forte. Et de l'autre côté, on a une société qui se vit sur le mode du pluralisme, du libéralisme, de la multiplicité, du respect des différences, de la diversité la plus grande, une société dans laquelle l'État est moins présent et où les religions sont totalement légitimes depuis la Constitution de 1787, où il est dit qu'on reconnaît toutes les religions, toutes les croyances et que l'accès à l'État n'implique pas la participation à une religion spécifique. Donc on a là deux modèles très différents dans lesquels l'histoire juive s'est construite aussi de manière distincte, puisqu'en France, au fond, le mode d'émancipation répond à une vision universaliste qui implique une sorte de limitation de la vie juive à la vie privée, alors qu'aux États-Unis, ça n'est pas le cas, et l'espace public lui-même est davantage ouvert à la présence du religieux. Notamment. Et alors, vous mettez en regard d'un côté Tocqueville, qui observe la société américaine, et de l'autre, l'historien du judaïsme, Salo Baron. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi ces deux figures en particulier ? Écoutez, ce qui est frappant, c'est à quel point Tocqueville ne prête aucune attention à la question juive, aussi bien en France qu'aux États-Unis. Alors qu'en réalité, elle apparaît comme un indicateur tout à fait frappant de la diversité de ces deux modèles. Et Salo Baron, puisque vous le mentionnez, est en effet au cœur de ce projet, puisque c'est quelqu'un qui, à un certain moment de sa vie, se détourne des travaux sur le Moyen-Âge, sur le long terme de l'Europe, pour voir dans les États-Unis l'unique modèle, le seul exemple qui échapperait aux larmes de l'histoire, qui échapperait à ce qu'il appelle l'histoire lacrymale. Les États-Unis, finalement, seraient une société dans laquelle les Juifs, conformément au rêve américain, seraient en paix, protégés dans leur ghetto, dans leur petite communauté. Au fond, il y a une sorte de transfert du Moyen-Âge, qui était l'époque préférée de Salo Baron, puisqu'il a écrit un article qui est fondateur en 1928, qui s'appelle « Ghetto et émancipation », où il réhabilite le rôle du Moyen-Âge en montrant que, contrairement à ce qu'on pense, les Juifs sont parfaitement heureux, en tout cas plus heureux que les autres non-Juifs pendant le Moyen-Âge. Ils vivent mieux, ils sont mieux protégés, ils ont davantage de droits que les serviteurs, Et du même coup, on assiste à une sorte de transfert de ce modèle du ghetto aux États-Unis. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on aurait aussi ce qu'on appelle des communautés, des petites structures qui vivraient comme des vieux shtetl, comme des ghettos pendant le Moyen-Âge, repliés sur elles-mêmes, mais en paix. Mais en paix et sans antisémitisme, puisque pour Tocqueville,
je veux dire, il n'y a aucun signe d'antisémitisme dans la société américaine. Il a tout à fait raison. Je dirais que c'est moins pour Tocqueville qui ne prête pas attention à cette question que dans la réalité des travaux d'historiens. On voit bien que dès le départ, je cite par exemple le très beau texte de Washington. On peut prendre tous les textes des présidents des États-Unis des années 1780, 1790. Ils garantissent tous au monde juif une liberté, de la croyance, de la sécurité. Et ils citent même l'Ancien Testament en permanence, dont ils s'inspirent dans leur vision. Il y a une sorte de symbiose entre le protestantisme et puis l'Ancien Testament. On pense même mettre le portrait de Moïse sur le dollar. On appelle ses enfants avec des prénoms hébraïques. Et il y a une sorte de similitude. On a échappé au pharaon, qui est la méchante Angleterre. On a franchi la mer Rouge, qui est l'océan Atlantique. Et il y a une sorte d'identité, de rapprochement donc entre ces deux modèles qui légitime la place des Juifs aux États-Unis. Alors, vous citez le poème de Bialik sur le pogrom de Kishinev, mais vous observez que les réactions en Amérique sont très faibles. Et il n'y a aucune prise de conscience. Ça dépend de qui. Ce qui est très frappant, au contraire, c'est à quel point le ghetto, le pogrom de Kishinev en 1903 est resté permanent dans la conscience juive américaine, et que, vous le savez, la grande migration des Juifs vient de se produire dans les années 1890, 1900, 1902. Ce sont des millions de Juifs qui quittent l'Empire russe. Et donc, ils sont extrêmement sensibles à ce qui se passe dans l'ancien continent, et en particulier au pogrom de Kishinev, d'Odessa ou de Kiev. Et le poème de Bialik va être une référence absolue qui, c'est un peu le leitmotiv de ce livre, reste permanente jusqu'à nos jours. C'est très frappant de voir à quel point la référence à Kishinev, qui après tout n'est qu'un pogrom pas le plus meurtrier de tous, reste encore constant, puisqu'on va en parler, j'imagine, ensemble. On va retrouver cette référence à Kishinev à travers toute la littérature juive américaine, mais aussi à chaque fois que se produit un incident ou un massacre de Juifs aux États-Unis, immédiatement, les enfants, les petits-enfants, les grands-enfants de ceux qui ont immigré à la fin du 19e siècle vont dire, voilà, c'est Kishinev aux États-Unis, on ne pouvait pas imaginer que ça se produise, que les Cosaques franchissent l'Atlantique, mais finalement, nous sommes rejoints par la vallée des larmes, et nous, à notre tour, nous subissons au fond la violence qu'ont connue nos aïeux à Kishinev. Alors, effectivement, on peut dire que le Kishinev a sonné comme un coup de gong, précisément parce que les Juifs américains n'étaient pas du tout conscients au départ, et que ça a été un point d'alerte pour eux. Il y a une autre alerte, c'est que, et vous y consacrez de la place dans votre livre, c'est qu'on voit surgir en même temps cette affaire de Léo Frank, un juif d'Atlanta accusé de meurtre. Et vous écrivez que des rumeurs antisémites se font entendre, tandis que d'autres personnes soutiennent que si Frank n'avait pas été juif, il n'aurait pas été poursuivi. Alors, cette affaire Léo Frank est assez peu connue en France. Elle reste fondamentale dans la mémoire juive américaine, parce qu'au fond, on n'a jamais tué de juifs. Un peu comme l'affaire Dreyfus pour nous, on va y venir. Oui, la comparaison, je la propose dans le livre, mais l'affaire Léo Frank est assez spécifique, puisque on n'a jamais tué un seul juif. Au XIVe siècle, XVe siècle, XVIIe siècle, il n'y a pas de Moyen-Âge aux États-Unis, il n'y a pas de pogrom, il n'y a pas de croisade, il n'y a rien de ce qu'a connu au fond les Juifs dans l'ancien continent n'est imaginable aux États-Unis. Donc
le fait qu'un juif puisse être tué, massacré, pendu en tant que juif en 1915, donc il faut attendre 1915 pour que ça se produise, c'est très récent finalement, et comme un choc impensable pour l'ensemble du judaïsme américain. Et là, pour le coup, ça suscite une levée considérable d'indignation. D'indignation, mais il n'empêche que, contrairement à Dreyfus, Léo Frank va être condamné à mort pour un crime qu'il n'a pas commis. Il est accusé, au fond, on est juste après l'affaire de meurtre rituel de Baylis, vous voyez. Donc, on a une sorte de transposition des meurtres rituels pour la première fois aux États-Unis. Léo Frank est un notable juif d'Atlanta, est accusé d'avoir violé ou tué une jeune fille, et on retrouve à travers ça toute l'accusation de meurtre rituel pour la première fois aux États-Unis. Il est condamné sans preuve, à mort, et finalement, le gouverneur Slaton l'innocente, enfin le gracie, parce qu'il n'y a pas de preuves réelles. Il est enfermé dans une prison. Et puis, vous avez, comme dans l'ancienne Europe, vous avez une sorte de foule qui se rassemble et qui envahit la prison, se saisit de Frank, le pend et massacre son corps pendant toute une nuit, tape sur son corps, le mutile, une sorte de festin orgiaque épouvantable, de violence inimaginable, qui va frapper beaucoup l'opinion aux États-Unis, parce que c'est la première fois finalement une telle chose se produit. Il faut dire qu'il y a près de 4000 lynchages de Noirs à l'époque. Mais c'est la première fois que cela survient à un juif, et le droit n'a pas pu empêcher cela. Au fond, on voit bien la différence avec l'affaire Dreyfus. Dreyfus est protégé physiquement par l'État, par la police, par l'armée, même s'il est en prison, même si on l'envoie dans son île, mais on ne porte pas atteinte à son physique. Et finalement, en dépit de tout, en 1906, il est innocenté. Non seulement il est d'abord gracié, mais ensuite il est innocenté par la Cour de cassation, c'est-à-dire que l'État de droit, la puissance de l'État, met un terme à cette affaire. Or, aux États-Unis, l'absence d'État fédéral, l'absence d'un État structuré au niveau central, laisse la voie libre aux foules locales qui s'en prennent soit aux Noirs, soit aux Juifs maintenant. Et du coup, encore de nos jours, on n'est pas certain vraiment de son innocence. Encore aujourd'hui, l'affaire Léo Frank est souvent discutée, et on se demande si vraiment il n'a pas violé et tué cette petite jeune fille. Et l'affaire Léo Frank continue à être diffusée par l'extrême droite américaine comme la preuve, au fond, de la volonté des Juifs de porter atteinte à la virginité des jeunes femmes chrétiennes. Alors, il faut dire que vous montrez que cette affaire Léo Frank, on ne peut pas vraiment la comparer ou la rapprocher de l'affaire Dreyfus, mais dans la profondeur des réactions, on peut esquisser cette comparaison. Vous citez par exemple le livre uchronique, c'est-à-dire, vous savez, l'uchronie, c'est la manière de raconter ce qui aurait pu se passer. Et le livre classique de l'uchronie, c'est Philippe Roth avec le complot contre l'Amérique. Et dans le complot contre l'Amérique, vous le dites, l'affaire Léo Frank est évoquée. C'est-à-dire que tous les grands auteurs dits juifs américains, de Philippe Roth à Saul Bellow, de Malamud à Henry Roth, tous les grands auteurs du roman américain s'inspirent de Kishinev et rencontrent bien souvent également l'affaire Léo Frank. Il y a une sorte de permanence qui est très intéressante et qui diffuse dans la conscience juive américaine, qui finalement, et heureusement pour elle, a peu de massacres à se mettre sous la dent, a peu de morts à évoquer, a peu de massacres. Et donc l'affaire Léo Frank reste une sorte de référence constante. Et d'ailleurs, dans le complot contre l'Amérique, Philippe Roth rapproche l'affaire Léo Frank de la venue du fascisme à travers Lindbergh. Donc il rapproche les deux en montrant à quel point les Juifs sont saisis de peur
et de frayeur dans un cas comme dans l'autre. Simplement, quelle est votre vision de ce livre de Philippe Roth? Est-ce que pour vous c'est une pochade comme ça, ou est-ce que c'est plus profond? C'est un livre très profond et annonciateur de ce qui se passe de nos jours. Et d'ailleurs, avant de décéder, Philippe Roth s'en est pris à Trump, oui, en montrant que Trump est encore pire que Lindbergh, qui est dans son livre instaure le fascisme aux États-Unis. Et dans ses interviews, juste avant de décéder, Roth instaure un lien entre son livre, annonciateur finalement de la venue au pouvoir de Trump et de l'explosion de l'antisémitisme à travers la droite radicale, blanche, violemment antisémite. Par exemple, à Charlottesville, on va voir des foules, ou bien plus tard à la tentative de prise du Capitole, on va voir des foules d'extrême droite tenter justement d'instaurer un régime de cette nature. Alors, puisqu'on parle de Trump, il y a un passage sur Obama dans votre livre. Alors vous dites Obama se réfère souvent à l'expérience historique juive. Il souhaite que ses filles connaissent la Haggadah, l'histoire qui est au centre de Pessah. Il célèbre pour la première fois à la Maison Blanche, entouré de sa famille et de ses amis, le rituel de Pessah avec kippa sur la tête. Dès lors, le New York Magazine publie à la une de sa couverture un portrait d'Obama avec sa kippa intitulée « Obama, le premier président juif », dénomination qu'il reprend à son propre compte en mai 2015 lors d'une rencontre à la synagogue Hadass Israel Congregation de Washington. Il se déclare flatté d'être considéré comme un membre de la tribu et souligne qu'il est le plus juif de tous ceux qui se sont assis dans le salon ovale, d'autant plus qu'il a tenu 7 sédères à la Maison-Blanche. En janvier 2016, il estime encore que face à l'antisémitisme, nous sommes tous juifs. Il est parfait pour vous, Barack Obama, mais est-ce que vous ne laissez pas de côté un peu, parce que les relations avec Israël, notamment, se sont beaucoup améliorées sous Donald Trump, qui aura beaucoup fait sur ce chapitre-là? Écoutez, mon travail porte sur les États-Unis et Obama, comme vous le savez, est entouré de conseillers juifs. Vous avez vu, comme moi, j'imagine, West Wing, la série West Wing. On voit bien que depuis son élection comme maire à Chicago, ses plus proches conseillers sont des juifs. Et cette espèce de proximité culturelle et amicale et sociale va se marquer pendant son accès au pouvoir, et du même coup va provoquer, et on arrive à Trump, va provoquer un mouvement antisémite extrêmement important. Obama va être considéré, un peu comme en France Léon Blum, comme étant le serviteur du capital, des Juifs, et donc on peut constater la naissance d'une sorte de mouvement d'antisémitisme politique à l'encontre d'Obama, qui est vu comme étant le nouveau Blum, enfin le nouveau Léon Blum à l'américaine. Donc quelqu'un qui est étranger à la nature chrétienne de la société américaine. Et on peut dire aussi que l'élection de Trump en est un peu la conséquence. Alors, nous arrivons au questionnaire, non pas de Proust, mais le questionnaire pour 9. Vous connaissez la règle, êtes-vous ceci, êtes-vous cela. Vous pouvez dire aucun des deux, vous pouvez dire les deux, ou vous pouvez dire l'un des deux, mais vous avez une phrase si vous voulez justifier votre choix. Pierre Birnbaum, êtes-vous Tolstoï ou êtes-vous Dostoïevski? Tolstoï sans problème. Êtes-vous Balzac ou êtes-vous Victor Hugo? Balzac sans problème. Êtes-vous Soutine ou êtes-vous Modigliani? Plutôt Soutine.
Êtes-vous Philippe Roth ou êtes-vous Saul Bellow? Les deux avec enthousiasme. Très bien, très bonne réponse. Êtes-vous, on va voir si c'est la même chose avec la suivante. Êtes-vous Rachi ou êtes-vous Maïmonide? Plutôt Rachi. Pourquoi? Vous pouvez élaborer, enfin, d'une phrase? Il y a une dimension rationnelle, une dimension... on est en France, on a là un penseur qui magnifie justement l'inventivité dans l'Hexagone et non pas en dehors de l'Hexagone. C'est un peu la gloire du judaïsme français. Bien, très bonne réponse. Vous êtes pour un cocorico autour de Rachi. Êtes-vous Jabotinsky ou êtes-vous Ben Gurion? Plutôt Ben Gurion. Même s'il y a une interprétation de Jabotinsky qui est le plus souvent injuste et inexacte. Êtes-vous Twitter ou êtes-vous Facebook? Ni l'un ni l'autre. Bonne réponse, Monsieur Birnbaum. Eh bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'y avoir été invité. Je rappelle le titre de votre livre, Les larmes de l'histoire de Kishinev à Pittsburgh, aux éditions Gallimard. Pierre Birnbaum, merci. Bonne fin d'année à vous tous et à l'année prochaine.